Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des French Doers Talk. On est en très très belle compagnie aujourd'hui, comme d'habitude. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Le casting, il est toujours parfait, non ? Toujours, on fait toujours de bons choix. Jamais d'erreur sur le casting. Tu vérifieras tes chevilles après. Mohamed, bienvenue. Merci, bienvenue. C'est la première fois que je te vois ici. Ouais, c'est un nouvel épisode. Là, je me tente à un nouvel exercice. FD Talk, j'en ai fait que 17 avant, c'est pas assez. Je trouve. Bienvenue. Camille, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous les trois. Donc moi c'est Camille Bus et donc je suis responsable de l'accélérateur de start-up de TF1 qui est à quelques mètres la station F. Et je suis aussi sur la partie investissement puisqu'on a un fonds qui s'appelle One Innovation chez TF1 qui investit dans des startups qui collaborent avec le groupe. Voilà, je suis hyper contente de parler avec vous de ce sujet. Les programmes d'accompagnement, c'est un peu mon dada. J'ai fait quasi que des incubateurs ou accélérateurs dans ma carrière. Donc, ravie de parler de ce sujet-là avec vous. Bah, tu vois, quand on dit qu'on choisit des bons invités. Ça va pouvoir faire l'évolution, l'historique. On a validé 50% des invités, le deuxième va peut-être valider ça. Est-ce que le casting est parfait ? Marwan, je t'en prie, présente-toi. Ouh, la pression. Oula. Bonjour à tous, donc Marwan Elfites, je suis responsable de la partie startup chez Station F depuis 5 ans et demi. C'est bon, c'est validé. Voilà. C'est bon, ok. Donc oui, si, on est à la maison. Légitimité, ok. C'est vrai. C'est vrai que c'est lui qui nous accueille pour le coup. Eh ben, bienvenue à tous les deux. Chez toi. Franchement, ouais, bienvenue chez toi. Et bienvenue à tous les deux sur notre podcast tout de même. Un QV ici. Merci pour l'invite. Eh bien, top. Le programme de ce soir. Le programme de ce soir, c'est de parler des programmes d'incubation, des programmes des différentes startups. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les faire ? Comment les faire ? Et à quoi ça sert aux différentes startups ? Mais avant toute chose, avant de commencer, le plus important, ça reste de définir qu'est-ce que c'est un programme et un incubateur. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Je t'en prie. Allez-y. On rentre dans le vif, c'est parti. Il balance la patate chaude dès le début. Ouais, non, là par contre, là, vous avez raison, c'est que quand on parle de programme d'entrepreneurs, d'accompagnement d'entrepreneurs, en fait, tu as énormément de choses qui existent. Donc, tu as en effet tous les incubateurs, accélérateurs. Si tu veux la liste complète, tu as les pépinières, les couveuses, les Fab Labs, etc., etc. Donc, ça, c'est une première grosse typologie, on va dire, de programme d'accompagnement de start-up. Après, quand on dit programme, tu me diras si tu confirmes, mais je pense aussi du coup à tous les réseaux d'entrepreneurs. Donc, qui sont généralement un petit peu plus thématisés. Donc, tu as par exemple dans l'entrepreneuriat féminin, le réseau Les Premières. Pour les entrepreneurs entre 18 et 30 ans, tu as par exemple le Mouv'J. Donc, ça, c'est plutôt réseau d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément d'infrastructure, de lieux, etc. Et après, là, je voyais de loin un peu Google for Startup, AWS, etc. Eux aussi parlent de programmes à destination des startups. Tu as par exemple Microsoft for Startup, petite dédicace pour Marwan, AWS, etc. Qui, eux, proposent plutôt du support technique et des crédits du coup à destination des startups. Mais je pense que le sujet, c'est d'être plus du coup incubateur, accélérateur. On va pouvoir définir ça. Est-ce que tu vois d'autres programmes d'accompagnement Alors même pour Marwan compléter sur les réseaux, c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui a pas mal évolué ces dernières années. On peut penser au Galion, Safran Digital, qui sont des réseaux finalement d'entrepreneurs confirmés. Notamment le Galion, il faut avoir levé X millions avec un fonds d'investissement. Puis vous allez pouvoir entretenir un réseau intéressant. Et par ricochet, ça devient aussi un programme. Parce que finalement, un programme, c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir côtoyer d'autres entrepreneurs. Donc, mais après, effectivement, sur la typologie classique des programmes d'accompagnement, on va avoir des incubateurs, on va avoir des accélérateurs. On va aussi avoir, même avant ça maintenant, c'est des plateformes en ligne. Vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous n'avez peut-être pas encore votre prototype. Vous commencez un peu à réfléchir au sujet, vous allez avoir des cours, voire des communautés en ligne avant de vous engager dans un programme qui est pour beaucoup essentiellement physique. Après, là aussi, il y a pas mal de programmes qui sont aujourd'hui en ligne. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs un lancement très récent. Ouais, c'est clair. Par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Launch. C'est ça, qui s'appelle Launch. Mais effectivement, Launch, c'est ça. C'est comment tu t'arrives à accompagner des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs. Parce que pour répondre à ta question, les programmes ont l'air un peu élitistes pour l'instant. C'est si tu n'es pas entrepreneur, si tu n'as pas de start-up, tu peux pas encore te faire accompagner, ce qui est un peu paradoxal pour certains. Donc, alors, si tu sors de ta belle école de commerce d'ingé, tu vas avoir pas mal d'accompagnement. Mais si tu n'es pas issu de ces réseaux-là, comment tu fais pour, entre le moment où tu commences à penser l'idée et le moment où tu oses postuler à l'un des nombreux programmes d'accompagnement qui existent en France ou ailleurs, il y a un petit gap, quoi. Donc, effectivement, Launch, on pourra en parler, mais ça, c'est vraiment l'étape d'avant. Et après, sur les programmes
peut tomber dans la philo sur qu'est-ce qui est de l'incubation, qu'est-ce qui est de l'accélération. Moi, j'ai ma petite idée, si tu veux. Bah, vas-y. Parce qu'en gros, je crois que c'était en 2018, avec une dizaine de structures d'accompagnement en France, on a lancé une association qui s'appelait La Boussole, enfin qui s'appelle toujours La Boussole. Et en gros, c'est le premier regroupement, la première asso des structures d'accompagnement de France. Aujourd'hui, il y a 80 membres. Et en fait, en 2018, justement, quand on parlait beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, de pépinières, etc., finalement, en France, tu avais peu de littérature qui vraiment qualifiait le sujet. À quel moment tu parles d'incubateur, d'accélérateur ou autre. Du coup, avec le BCG en avril 2018, on a lancé un guide que je vous invite à regarder parce qu'en vrai, il est hyper complet, qui permet justement de bien redéfinir dans une grille à quel moment on parle d'incubateur, à quel moment on parle d'accélérateur, à quel moment on parle de pépinière, etc. Pour pas tous les faire, mais en gros, pour la différence principale, et tu vas me dire si c'est ce que tu avais en tête, c'est vraiment en fait le stade de maturité de l'entrepreneur. Dans ce guide-là, on retrouve aussi d'ailleurs les grandes phases de maturité d'une startup. Donc, on va dire les 2 premières phases, ça va être la phase d'idéation. J'ai ma petite idée, un matin, je me lève, ça va être un truc de ouf, etc. La phase de création. OK, en fait, j'en suis sûre, il faut que je le fasse. Donc, je commence à me pencher sur cette idée et à vouloir en faire un business. Une fois que j'ai trouvé mon fameux product market fit, etc., je suis plus dans la phase qu'on dit d'amorçage et de scaling. Et pour refaire le lien avec ce que je disais juste avant, un programme d'incubation, un incubateur, il va être plutôt dans cette phase d'idéation-création. Et la partie accélérateur, il va être plus dans cette phase d'amorçage, scaling, qui est le moment où j'ai besoin d'un coup d'accélérateur pour aller pour développer mon business. Rien à rajouter, c'est très clair. Oh. On a même pas 10 minutes de podcast, c'est déjà une masterclass. C'était super sympa, on se retrouve pour un nouvel épisode. On a tout dit. Et après, effectivement, ce qui est intéressant aussi, même dans les incubateurs accélérateurs, c'est les distinguer par rapport aux objectifs. Yes. Il va y avoir 150 accélérateurs. Prenez, on est à SACEF, profitons-en sur tous les accélérateurs qu'on a la chance d'avoir, qui sont notamment tenus par des grands groupes, tu pourras en parler. Il va y avoir différents objectifs. Vous allez avoir des incubateurs qui sont là pour faire de la sorte de veille. Comment j'arrive à voir ce qui se passe dans mon marché ou ce qui va toucher dans le marché dans plusieurs années, comment j'arrive à anticiper ça et travailler avec des entrepreneurs qui vont aussi m'éduquer sur le sujet. Vous allez avoir des accélérateurs sur du co-selling. Comment aussi j'arrive en tant qu'entrepreneur, à bosser avec un grand groupe pour avoir une approche commerciale en commun. Parce qu'on va avoir une stack techno en commun, on va pouvoir avoir des éléments qui nous rapprochent. On va avoir des programmes qui vont être là pour avoir un POC, matérialiser, concrétiser un partenariat. Donc, il faut vraiment regarder tout ça. Et puis, les incubateurs, c'est pareil. Il y en a qui vont être là sur l'approche plus product market fit, réaliser un proto. Donc, il y a différentes définitions, du coup, différentes durées, différents modèles économiques qu'il faut étudier. Et vous connaissez des ressources qui recensent tous ces incubateurs, par exemple ? Moi, j'en connais 2. Vas-y. Il y a Station F, déjà, en vrai. Okay. Parce que comme tu le disais, moi, là, justement, avant de venir, j'ai regardé, je crois qu'il y a à peu près maintenant 400 incubateurs en France, si le chiffre est bon. Ce qui est en fait énorme. C'est un peu une jungle. Et tu vois, comme tu disais, si t'es pas un petit peu, si t'as pas fait un master entrepreneuriat, machin, etc., par quoi tu commences ? Où est-ce que tu as cette fameuse liste ? Et surtout, comment tu sais si c'est des trucs, des structures de bonne qualité ? Parce que sur 400, il y en a, bon, bref, il y en a forcément qui répondent pas aux mêmes attentes que certains. Donc déjà, si je suis un entrepreneur et que je cherche une structure, moi, mon conseil, ça serait d'aller par exemple sur le site de Station F, parce que vous avez combien de programmes aujourd'hui ? Une trentaine. Une trentaine. Donc, tu as déjà 30 programmes qui ont été sélectionnés, qui sont hyper complémentaires et qui adressent des stades de maturité différents. En plus, je crois que ce qui est bien fait sur votre site, c'est que tu peux choisir justement le stade de maturité, le secteur, etc. Donc, je pense que, à ma connaissance, il y a Station F. Il y a La Boussole aussi, du coup, qui fait ça. Avec ses 80 membres, vous pouvez, pareil, filtrer aussi la zone géographique. Parce que, on a Paris, mais on a aussi plein de structures un petit peu partout, des entrepreneurs aussi un peu partout. Ah bon, il y a des boîtes en dehors de Paris. Mais dis donc. C'est fou, ça, comme ils font. C'est un gros enjeu, d'ailleurs. Ouais, c'est un petit gros chiffre, enjeu. on parle de 82% des levées qui se font en Ile-de-France. Ouais, putain, c'est chaud. Donc, c'est même pas un manque de qualité ailleurs, c'est un manque de visibilité sur certains projets. Ouais. Donc, mais en réalité, à part Station F ou La Boussole, en termes de ressources, moi, j'en connais pas non plus énormément qui vont aujourd'hui guider les entrepreneurs dans cette recherche-là. Je sais que La Boussole bossait dessus justement sur un espèce de chatbot qui pouvait, tu répondais à des questions et qui t'orientait après vers la bonne structure. Mais c'est vrai que ça reste encore un peu opaque, comme un mapping un petit peu de tout ce qui existe et où ça. C'est vrai que la géolocalisation aussi, malheureusement, l'incubateur joue énormément. Hein. Vous savez à peu près ce qu'il y a en province, parce que là tu donnais le pourcentage des levées Île-de-France et hors d'Île-de-France. En nombre d'incubateurs, tu veux dire ? Ouais, plus ou moins, je sais pas si vous l'avez, sinon... C'est compliqué, mais t'as des acteurs hyper référents en province, un Euratech à Lille, super intéressant, à Hachette à Lyon aussi,
il y a des gros acteurs qui sont lancés, qui existent depuis longtemps. Euratex existe depuis pas mal d'années, donc il y a une vraie légitimité. Et puis après, les réseaux des écoles, les pépites, aussi dans la partie universitaire. Donc il y a pas mal de choses aussi qui se font. Cool. Ouais. Et après, pour les startups qui sont plutôt B2B assez avancées, tu as le Village by CA, dans lequel je bossais avant, qui est un autre accélérateur. Et eux, là, ils ont ouvert pareil, il y a quelques années. Et en 2-3 ans, il y a 40 villages by CA qui sont maintenant partout en France. Donc, pour accompagner justement les startups qui sont plus sur les territoires, etc. Donc ça, mais c'est sûr que c'est un challenge parce que tu as une offre, mais comme tout, qui est hyper riche dans l'accompagnement à Paris. Et finalement, le fait aussi de pouvoir faire maintenant de plus en plus de choses à distance, etc., ça permet aussi peut-être de repenser un peu les choses différemment. Moi, je sais que du coup, chez TF1, j'en ai très peu parlé, mais en gros, on fait un programme de 6 mois pour que des startups contractualisent avec TF1 à la fin des 6 mois. Donc, c'est vraiment une collaboration qui est cadrée, identifiée en amont avec un métier du groupe et une startup. On a des petites promos, c'est des promos entre 5 et 6 startups. Et là, sur ma promo actuelle, j'ai 80% des startups qui ne sont pas parisiennes. Et donc, le deal, et elles le font bien volontiers, voire plus, c'est qu'elles viennent au moins une fois par semaine à Station F. Et en vrai, elles sont là tout le temps. Elles sont trop contentes, encore plus depuis que, voilà, il y a plus les confinements, etc. Et en fait, pour nous, c'est hyper important de pouvoir aussi identifier ces startups qui sont pas que dans l'écosystème parisien qu'on connaît déjà assez bien. Donc c'est chouette aussi qu'on puisse, d'ici, pouvoir accompagner des startups de toute la France. T'as une question ? Non, je t'en prie, parce que j'allais rebondir sur ce qu'elle a dit sur l'explication de. Vas-y. Mais justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En gros, il y a plusieurs objectifs pour les grands groupes ou pour les différents incubateurs. Donc celui de TF1, c'est vraiment pour dire on prend des startups, nous on les aide à se développer pour qu'au final elles signent avec TF1. Ouais, exactement. En gros. Je vais essayer de prendre un exemple un peu concret d'une startup qui est genre meilleur élève de Station F, je pense, qui est une startup qui s'appelle Kinetics. En gros, Kinetics, par exemple, ils ont fait 3 programmes là, à Station F. Ils ont commencé par Entrepreneur First, qui leur a permis, par exemple, Yacine, le CEO, ça lui a permis de rencontrer son associé, Henri, du coup, qui est le CTO. C'est ce que tu as en tête? Ah oui, mais en plus, tu les connais bien aussi, donc si tu as des petites anecdotes et tout, Entrepreneur First, alors juste pour une petite parenthèse, une grande parenthèse sur Entrepreneur First, c'est un problème assez dingue, assez génial, assez atypique. Ils sont nés à Londres, ils sont à Singapour, ils ont lancé la version française du coup à Station F ici. Ce qui est vachement bien avec eux, c'est que l'objectif c'est de comment je fais pour attirer des profils qui sont pas entrepreneurs ou qu'on voit très peu dans la sphère entrepreneuriale et les transformer en tant qu'entrepreneurs et notamment les chercheurs. Donc ils ont un gros travail de sélection de sourcing pour aller choper des PhD. Et, au fait, viens nous voir et on va te montrer aussi un autre univers que tu n'as pas forcément encore anticipé. Viens. Et effectivement, quand tu expliquais la fondation de Kinetics, ça s'est fait comme ça. C'est que ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils sélectionnent 80 personnes par promo. Ils vont les chercher. C'est un mix entre des PhD, des docteurs et des personnes qui ont plus un background business ou un vrai vécu dans une industrie. Et en fait, l'idée, c'est que vous devez rencontrer un plus un finalement. Vous êtes un PhD, vous allez rencontrer un plus un business et inversement. Et la grande force de cette équipe d'entrepreneurs first, c'est qu'ils vont arriver à faire et défaire les couples. Donc vous allez trouver un associé potentiel, ils vont tout faire pour le casser. Est-ce que c'est vraiment ton plus un? Est-ce que tu vas vraiment pouvoir faire Est-ce que c'est vraiment pour la vie ou pas? Exactement. Et donc ils vont le casser, ils vont changer tout ça. Et puis à la fin, vous finissez par rester avec quelqu'un. Et ensuite, vous avez 3 mois pour fixer une idée et un prototype. Donc vous allez valider le besoin utilisateur, etc. À la fin des 3 mois, passez devant le comité d'investissement d'Entrepreneur First. Oui ou non? Oui, ils investissent, ils prennent une petite partie d'equity et la boîte se constitue, se crée et puis et après, la suite que tu et après, c'est au tour de TF1 de prendre la relève. Donc, en gros, tout ça pour dire que y a Entrepreneur First typiquement qui va aider à trouver le bon binôme, à trouver aussi le business, parce que Yacine, en arrivant chez Entrepreneur First, il voulait faire une fintech, alors qu'au final, aujourd'hui, en gros, ils font un produit qui permet d'accélérer les processus d'animation 3D et de démocratiser la 3D auprès de tous les créatifs. Et donc, voilà, ils ont trouvé leur idée de départ. Et après, un Entrepreneur First, c'est OK, on sait qu'on veut faire Kinetics, on a une première version de notre produit, un MVP qu'on souhaite tester pour savoir si on a bien le product market fit et à quelle industrie on peut s'adresser. Et donc là, typiquement, on s'est rencontrés
c'est pour ça que ça me fait un peu marrer avec Station F, c'est que on parle souvent d'écosystème qui permet de rencontrer les entrepreneurs. Kinetics, j'ai croisé entre deux pizzas à la Felicita, et voilà, on parle de son truc, et voilà, je dis mais ça, ok, en fait il y a peut-être un truc à faire avec TF1. Et en plus c'est vrai. Pour postuler à TF1, il faut manger. Ouais, il faut aller me chercher au stand de pizza. Toujours là. Bref, pour faire plus court, donc oui, TF1, là, donc typiquement, quand Kinetics a toqué à notre porte, en interne, on a vérifié qu'il y avait bien un use case qu'on souhaitait tester et qui pourrait être une relation long terme avec TF1. Donc là, typiquement, c'est nous, dans le 20h, on fait de plus en plus d'animation 3D pour expliquer encore mieux l'actualité, rendre ça encore plus conceptualisé, etc. Et donc, on a un journaliste qui s'appelle Yannick Ezard qui s'est proposé pour être sponsor de la startup. Ça, c'est un truc hyper important chez nous, du coup, dans le programme. Et en gros, qui va prendre sous son aile cette startup pendant les 6 mois et qui va lui ouvrir toutes les portes en interne et s'engager à mener à bien la collaboration qu'on a identifiée avec elle. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier qui s'allie, entre guillemets, exactement. à une startup qui est c'est obligatoire d'avoir un binôme. Si t'as pas ton binôme, donc si t'as pas un métier qui s'engage et qui dit je veux tester ça avec telle startup dans l'objectif que de le contractualiser à la fin des 6 mois, on la sélectionne pas. Ouais, ce qui fait que tu as un vrai lien aussi avec l'incubateur et TF1 par la suite. Okay. Exactement. Et donc là, par exemple, pendant 6 mois, ils ont testé leur collaboration et qui fonctionne en plus super bien aujourd'hui puisque les graphistes s'en parlent bien de l'outil, etc. Et à la fin des 6 mois de TF1, pour boucler la boucle, je ne sais pas sorti comme ça, avec Station F. Aujourd'hui, ils sont allés, maintenant qu'ils ont leur premier use case média, même s'ils adressent aussi plein d'autres industries, gaming, etc., ils sont allés confirmer ça, ils sont allés développer ça en ayant rejoint notamment l'incubateur d'Avas, qui est juste au-dessus de nous, donc pour aller continuer d'autres relations business avec Avas. Et je sais aussi qu'ils ont rejoint Offset, West France, etc. Donc en effet, chaque structure correspond vraiment à un stade de maturité différent d'une startup. Et de la même manière que nous, si au Media Hub TF1, il y avait une startup qui disait voilà, je suis en phase d'idéation, est-ce que vous pouvez m'accompagner? En fait, c'est pas du tout notre expertise. Nous, on est là pour les accompagner dans leur collaboration business. Donc il faut au moins qu'ils aient quelque chose qu'on peut tester en interne, et on serait pas le bon interlocuteur s'il fallait les aider à trouver leur marché, leur associé, etc. Même pour expliquer, parce que Station F, c'est pas forcément compris, en tout cas la partie, le modèle de fonctionnement, parce qu'on parlait des 30 programmes. Et effectivement, là, tu illustres un peu la proposition de valeur. C'est qu'on a 30 programmes à Station F. Certains sont gérés par des grands groupes, certains par des grandes écoles, certains par des structures indépendantes et certains par Station F en direct. Nous, Station F, on est responsable de la cohérence globale. Donc, on va sélectionner ces programmes. Donc, chacun de ces programmes, en fait, on postulait, entre guillemets, et nous, on vérifie non pas que c'est un bon programme, on n'est personne pour ça, mais que ça va bien fitter avec Station F et avec les autres programmes à côté. Et nous, notre intérêt, c'est ce qu'on veut. On veut avoir les meilleures tendances représentées de la tech, avec les meilleurs acteurs, les acteurs les plus pertinents derrière. Donc forcément, quand on parle de médias, très peu d'acteurs qui ont le niveau de TF1. Quand on parle de... Mais les French Joueurs alors? On est complémentaires. Tu sais, prochain batch. Je te donne le petit formulaire, le devis associé. Et puis, mais je sais que tu vas l'exécuter avec Je m'en parle à tonton, Et donc à chaque fois, c'est la question des programmes, et on pourra en reparler, hein, c'est une question de dynamique à Station F, ça changera tout le temps, il y a toujours des nouveaux sujets qu'on va adresser, etc. Mais du coup, par exemple, ce qu'on veut, c'est qu'un entrepreneur, qui vient ici, il postule à l'un des 30, trouve une réponse parce que tu viens pour un besoin business, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, tu peux effectivement avoir un chemin comme une fac. Tu as un track universitaire, tu le fais. Et puis après, si c'est pertinent pour toi, tu as encore un autre track que tu peux avoir. Et c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses sont en train de cumuler différents programmes, différentes ressources. Il y en a qui vont être s'assurer dans un programme, puis en même temps, ils vont prendre un programme qui est à distance, qui consiste en 1 ou 2 office hours par semaine ou une relation avec je ne sais quel mentor. Donc, tu as vraiment un cumul des ressources. Il faudra aussi faire attention à ne pas faire que ça. Mais Station F, du coup, tu as une concentration de ces ressources et que tu peux très bien être chez TF1, faire un petit office hour avec quelqu'un d'Avas, puis ensuite parler avec, pourquoi pas, des entrepreneurs qui sont passés par Entrepreneur First. Et donc, tu as vraiment cette concentration-là qui est hyper intéressante. Ouais. Ok. Et aussi, je vous parlais tout à l'heure du guide qu'on avait sorti avec le BCG et les il sera en description pour ceux qui veulent le consulter. En plus, il se télécharge gratuitement, etc. Et l'une des choses qui apparaît dans le guide, donc ça sort pas de mon chapeau ni ma tête, c'est que un entrepreneur, une start-up qui passe par une structure d'accompagnement a 2 fois plus de chances de réussir. Donc c'est un constat notamment qu'il y a eu aux US. Donc en fait, c'est énorme en fait. C'est parce que justement tu as cet accompagnement là, tu vois, avant de rentrer ici à Station F. Et j'aurais bien aimé le savoir avant, mais quand tu arrives,
on te met toutes les ressources dont tu as besoin. Je dis putain, merde, en fait, j'ai laissé des milliers d'euros sur la table. Ouais. Et quand tu commences. Et de temps, surtout, mais surtout des milliers d'euros. C'est important d'aller chercher à la French Tech, qui veulent y aller. Mais tu vois, quand tu arrives et que tu sais pas que si tu veux être financé, ta boîte doit avoir maximum un an, ou bien tu peux te faire accompagner pour ça ou ça ou ça. Ouais. Quand tu arrives et que tu n'as pas eu justement l'écosystème que tu as aujourd'hui, je dis merde, t'es un peu dans la merde, quoi. Même pour les workshops, hein. En vrai, je trouve que c'est un truc où, tu vois, il y a pas mal de workshops maintenant. On parlait de créatif, il y en a certains qui nous intéressent pas parce qu'on pense du moins maîtriser un peu la thématique. On a des grosses têtes. Ouais, des chevilles et des grosses têtes, attention. Non, mais voilà, on peut pas assister à tout, on fait des sélections et c'est des choses où peut-être qu'on a travaillé ça en amont et on l'a peut-être travaillé en 5 heures, alors que là, tu peux avoir un workshop d'1 heure qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace. Et tu te dis, mais merde, en fait, j'aurais pu faire ça en 1 heure et d'une façon beaucoup plus pertinente, alors que toi, t'as fait ça peut-être en 3 fois, 4 fois plus de temps, quoi. C'est ça un problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus, même en 2021, on peut toujours se demander, mais en fait, les ressources, je les ai en ligne. Ouais, voilà. Vous avez tous les workshops, tous les cours en ligne sur l'entrepreneuriat avec des super speakers des super entrepreneurs qui vont partager leur expérience. Mais qui n'ont rien fait derrière. Les balles réelles, les balles réelles. Balance ta Ouais, c'est qu'ils auront en description ou pas aussi? Bien sûr, on serait notifiés les voleurs. Vous aurez la blacklist. Mais en fait, quand on avait commencé, nous, à réfléchir sur le projet Station F de départ, donc 1 an avant le lancement, sur la partie exécution, quand l'équipe venait de commencer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni pas mal d'entrepreneurs. Donc c'était en 2016 pour faire un peu l'ancien. Donc on a réuni pas mal d'entrepreneurs de différents niveaux de maturité. Il y avait des startups hyper affirmées, il y avait des personnes qui comptaient se lancer. On leur a posé plein de questions. En fait, si on devait lancer un programme aujourd'hui, quelles seraient vos attentes? Est-ce que ce serait intéressant pour vous, etc. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, mais notamment effectivement avoir des ressources, avoir de l'accompagnement, avoir des perks. Pour en parler sur. Ça, c'est sympa, les perks. Perks, c'est très sympa. Donc, pour un peu détailler, c'est des deals qu'on va négocier de tout type, software, infra, people, donc expertise compta, etc. Qu'on va négocier. On va s'appuyer sur le poids de Station F pour dire voilà, on a quand même pas mal de super startups ici. On peut te mettre en avant, mais fais quand même une offre, soit gratuite, soit une réduction, qu'on pourra pousser. Et si elle n'est pas utilisée, on devra l'enlever. Donc, ça fait partie des ressources hyper importantes pour. Voilà, je commence ma boîte, j'ai pas à dépenser 1000, 2000, 3000 euros dans une stack. Software que je n'ai même pas encore prouvé forcément mon marché. Donc ces choses-là étaient ressorties. Il y a pas mal d'autres choses qui étaient ressorties. C'était notamment sur je viens pour bénéficier du succès des autres. Okay. Je viens pour quasiment un lien social, une hygiène de vie. Parce qu'on peut tous bosser chez soi, la connexion elle est bien, on peut avoir un bon canapé, etc. Mais en fait, le fait de venir dans un lieu, de voir des gens qui sont des sortes d'extra-collègues, des pairs, en fait, vous allez voir d'autres entrepreneurs qui sont aussi en train de s'attaquer au même problème que vous. Ça vous met une petite pression si positive, et puis vous avez besoin de vous benchmarker. En fait, on sait jamais si on est bon ou mauvais en soi. Quand vous êtes dans un lieu aussi gros ou dans d'autres programmes, vous allez voir si, je fais telle métrique avec mon SaaS, mon churn il est de temps. En fait, est-ce que c'est bien? Et vous allez pouvoir voir des gens qui sont forcément meilleurs que vous, il y en a toujours. Et ça vous permet un peu de voir que votre rapport au temps, comme tu disais, j'aurais voulu savoir ça avant, le rapport au temps, c'est fondamental. Et dans un incubateur, accélérateur, vous allez vraiment avoir cette pression du temps qui va vous obliger à exécuter, à réussir ou à échouer rapidement. Parce que là aussi, on a souvent pas mal de tendances, on a du mal à lâcher une boîte qui est un peu flat. Parce que c'est normal, il y a beaucoup de perso dedans, il y a beaucoup d'ego aussi, c'est normal. Mais dans un programme, vous arrivez à faire le bilan, dire ok, en fait ça va pas, soit je reboot, soit je pivote, soit j'arrête. Mais ça vous permet d'avoir cette petite pression positive. Ouais. Je suis hyper d'accord aussi sur la partie rencontre avec ses pairs et environnement, etc. Parce que vous le savez aussi quand on est entre... On a un podcast. Ici, on avait 0 réseau. On va repartir de Station F. On va avoir une liste de contacts. Le directory. Mais surtout que tu peux... ce qui disait Marwan, en fait, t'es là, t'es en train de bosser. On avait Loki qui était nos voisins à Station F. Ouais. Moi, putain, j'ai une galère sur le recrutement. Ouais. C'est tellement efficace en fait. Dis-moi Raph, comment t'as fait pour recruter? Exactement. Non, c'est fou. Et surtout que comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as croisé le gars à la pizzeria, ici tu te retournes, tu bois un café, t'entends des gens parler. Ah mais t'es dans un studio, tu commences à parler. Ou bien c'est là où tu te rends compte que y a des gens qui bossent sur des problématiques où t'avais aucune idée, absolument pas conscience. Et tu dis mais vous faites du cash avec ça? C'est un truc de dingue. Tu vois, et tu rencontres que des personnes comme ça qui bossent sur des thématiques où toi t'aurais jamais dit j'y vais quoi. Ouais, et en fait, moi je l'ai vu du coup dans l'autre structure dans laquelle j'étais avant, qui accompagnait des startups qui étaient plutôt assez matures. Donc elle passait 2 ans du coup au Village by CA à Paris.
Et généralement, la next step, c'était pas de rejoindre un incubateur ou un accélérateur. Ils étaient plutôt 10, 15, 20, ils passaient à 30, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, les tanguis, voilà, c'est bon. Et donc là, c'était l'étape où du coup, tu prenais ton propre bureau, etc. Et en fait, on en avait plein qui repassaient au village, même quand ils avaient quitté du coup le bâtiment, parce qu'en fait, ils disaient mais ça nous manque en fait de pas pouvoir rééchanger avec d'autres entrepreneurs. Tu vois, nous on avait un truc qui s'appelait la place du village où pareil, tu peux papoter un petit peu avec qui tu veux, prendre un café, etc. Et en fait, ça, on se rend pas compte. Même d'ailleurs, pendant la crise Covid, c'est un avis hyper personnel, mais il y a quelques incubateurs, accélérateurs qui se sont dit, est-ce que on a encore besoin d'un lieu physique ? Est-ce que on peut pas tout faire à distance finalement ? Et en fait, moi, je trouve que ce lieu, il est hyper important parce que exactement ce que tu décris, en fait, ça te fait gagner un temps monstre de pouvoir échanger avec quelqu'un sur un coin de table, de pouvoir, ne serait-ce un peu pour ton énergie, échanger avec d'autres personnes qui partagent les mêmes galères et te sentir pas tout seul en fait dans ton histoire. Parce que finalement, enfin vous le savez, c'est quand même des hauts, des bas, etc. Et c'est hyper important pour sa survie entre guillemets de pouvoir partager avec des entrepreneurs ou des experts ou autres. Vas-y, je t'en prie. Trop de trucs à dire, mais j'adore, je peux m'enflammer en plus. Donc, rajouter un point en fait sur ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, même à Station F, tu as des boîtes qui partent prendre leur bureau, mais qui gardent un desk à Station F. Exactement. Et qui reviennent bosser en fait ici. Ouais, c'est cool. Ouais, et puis au début, justement, je voulais en parler. C'est au début, lorsque les startups quittaient Station F, il n'y avait pas forcément cette réflexion alumni. On était une petite équipe, on n'avait pas forcément pensé à ça. Il y en a plein qui me disaient, est-ce que je peux garder mon accès au Slack de Station F ? Le bruit du Slack me manque. En fait, le Slack de Station F, il y a des milliers de personnes. C'est vraiment, il y a je ne sais combien de channels, etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui va venir vous répondre. Et vous voyez aussi l'état d'esprit des entrepreneurs. Et donc maintenant, les alumni ont accès. Ils gardent accès au Slack. Et donc, ça vous permet de garder ce lien un peu de sécurité, quoi. Et donc, c'est pour ça, effectivement, Station F, on a commencé c'est un lieu physique à la base. Mais aujourd'hui, en fait, on quitte Station F physiquement au bout d'un moment parce que nous, on ne veut pas que les startups restent trop longtemps parce qu'il faut laisser de la place à d'autres. Donc ça, on insiste beaucoup sur votre temps à Station F c'est le physique maximum, et limité. Oui, et ça, on le dit lors des onboarding, c'est très important. Mais par contre, c'est dommage que c'est les moins chers à Paris, quoi. Non. En plus d'être cool. Arrête, tu vas augmenter leurs tarifs. On peut toujours augmenter. Ils vont s'aligner là. Et en fait, ce qui est important, c'est que vous quittez physiquement, vous quittez pas la communauté, quoi. Et on l'a vu lors du Covid, effectivement, on a dû être fermé pendant 1 mois et demi, comme beaucoup de structures, mais les gens sont restés et la communauté a continué à fonctionner du coup à distance. Et puis même, en plus de ça, vous complétez maintenant avec quand t'es alumni, tu peux revenir ici dans la zone chère, si je dis pas de bêtises. Exactement, en fait, quand t'es alumni, tu accèdes à cette zone qui est la zone un peu invitée, t'accèdes la zone aux événements aussi, la zone stagiaire. Apparemment, ça c'est une zone de coworking. En fait. Il y a pas mal de personnes qui sont même pas forcément issues de Startup Station F, mais qui viennent travailler, qui viennent aussi s'inspirer. Donc ça c'est top. C'est une zone ouverte. Et donc c'est aussi ici qu'on fait tous nos événements, ateliers, etc. Et donc là, quand tu es alumni, tu reçois toujours des newsletters, tu peux toujours venir. Et on a plein qui envoient parfois même leurs employés. Quand la boîte a pas mal grossi, tiens, c'est un sujet pour toi, va voir, quoi. Cool. Ouais, en fait, ça garde quand même, il y a un vrai lien sur la continuité. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faut quand même une temporalité assez courte pour pousser et exécuter rapidement. Mais au fond, il y a quand même, tu seras toujours le bienvenu et tu peux continuer à networker avec le réseau qu'on a créé. Il faut, et puis on a et ça c'est ça qui est génial, on voit des entrepreneurs qui reviennent. On voit notamment le Founders Programme, qui est le programme Maison Station F. C'est un programme early stage, tu as entre 150 et 200 startups. Il y a des startups qui ont été là à l'inauguration, qui ont vu l'ouverture, qui ont vu limite la peinture fraîche de Station F en 2007. Ça n'a pas marché avec leur premier projet, ils sont pas lâchés, mais ça n'a vraiment pas marché. Et puis ils sont revenus et ils ont un MRR de dingue, ça cartonne, ils ont un projet qui est totalement différent et ils sont revenus. Ils avaient déjà les compétences, mais il fallait qu'ils reviennent dans la communauté. Et certains bossaient en attendant à l'Anticafé, qui est un coworking à l'entrée de Station F, à la Felicita, avant de pouvoir revenir dans un des programmes. Ils attendaient de me croiser. Voilà, Camille, elle est où? C'est des pizzas mardi. Maintenant que tu comprends qu'il y a ce spot blindé d'entrepreneurs et de personnes qui bossent, je pense que tu viens quand même gratter de temps en temps. T'es pas à l'abri que si dans 2-3 ans, si je reste à Station F, que je demande des invites. Je sais que t'as 7 invites créés par jour. C'est important. Ce virus. Mais c'est comme ces lieux-là sont super importants. Moi, j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour le Café de Nouma à l'époque. Ouais. Café de Nouma, l'un des programmes un peu, c'est quand même pionnier dans l'écosystème français avec The Family et le camping. Et c'était super intéressant de voir le Café de Nouma. C'était un truc un peu open bar.
Tout le monde pouvait se poser, bosser, et puis il y avait provoquer ce hasard heureux en fait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le programme d'accélération de Nouma à l'époque, et vous étiez en train de bosser dans le café. Et donc c'est important d'avoir ces lieux-là, comme la Féchita, comme l'Anticafé, pour pouvoir rencontrer des gens qui sont déjà dans l'écosystème. Vous voulez y aller, vous n'y êtes pas encore, mais vous allez pouvoir les croiser. Et puis il y en a même hier, alors c'était super intéressant. Il y a un des passages à l'entrée de Station F, j'avais un futur stagiaire de 3e qui interpellait tout le monde. Ah non, j'adore. Il demandait un stage. Lui, c'est un champion, c'est sûr. Et voilà, lui, il va y arriver. Donc, il demandait des stages à tous les entrepreneurs qui passaient, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un lieu où il faut venir, il faut pouvoir échanger pour pouvoir rentrer, quoi. C'est ça qu'il faut pas hésiter, même quand on entreprend. Je trouve on a tendance des fois un peu au début à faire ça dans son coin ou des choses comme ça. Et il faut vraiment pas hésiter à se rapprocher, que ce soit des programmes d'incubation, des pépinières ou même venir dans les espaces de vie pour partager, rencontrer du monde. Les événements publics. Ça t'évite plein d'erreurs, tu vas beaucoup plus vite et tu peux être connecté rapidement à qui il faut, où il faut en tout cas. Et comment on fait les bons choix? Ah, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'avais une question pour parce vous. Que j'avais le... mais comme vas-y. Non, parce que vous du coup vous êtes chez Fighters et Creatis. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte du coup concrètement? Parce que vous nous posez les questions, mais c'est vous aussi les entrepreneurs. C'est ton podcast. On change de place. Allez. Alors du coup, ça vous apporte quoi? Moi, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est le réseau et les ressources. Parce qu'en soi, avant d'arriver à Station F, je me démerdais à faire avec Flo notre réseau, c'est-à-dire on envoyait des messages sur LinkedIn et on cherchait des personnes. En fait, là, quand t'es à Station F, nous, le podcast, ce format-là, il est né pour Station F. De base, parce qu'on s'était dit, on est arrivé le 14 janvier 2021. Non, 2021 ouais, 2021. On est arrivé le 14 janvier et on s'est dit, le moment où on s'est installé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a regardé sur le Slack, il y avait des trucs café, etc. Bon, on va quand même tenter ça. Mais on avait acheté du matos pour les interviews, on s'est dit, bon, viens, on se tente. Et ça, en fait, on avait anticipé même un petit peu avant de se dire, on est à Station F. Mon gars, l'année 2021, c'est l'année réseau. On n'a pas de réseau, on a que des personnes, ça va être l'année réseau. Donc, ce qu'on fait, on sort un épisode par semaine de podcast. On ramène 2 mecs de Station F. Et si vous regardez les premiers épisodes des Talk, c'est que des gars de Station F. Parce qu'on leur disait, et si vous remontez le Slack de Station F, vous allez voir dans Random. On cherche telle thématique. Figurant. Mais vraiment des personnes pour répondre à une problématique que nous rencontrait. Ouais, en fait, c'est ça. On partait d'un constat de OK, demain, comment on fait pour recruter ses premiers collaborateurs? Parce qu'on avait ce besoin-là. Et OK, on demande à Loki, on demande à Lara. Parce que eux ont fait leur Ouais, exactement. Lara, commerciale de dingue. Hein. Ouais, grave. Deux profils de fou. Et en fait, qui passent 1 heure avec toi et qui te donnent tous leurs tips. Et tu dis, vas-y, moi j'en ai pris, j'ai posé toutes mes questions comme un égoïste, clairement. Et après, tu le diffuses. C'est cadeau pour tout en fait. Non, mais c'est trop bien. Mais c'est vraiment ça. Et vous êtes un peu là aussi pour ça, on fait les égoïstes, désolé. Mais il y avait aussi l'écosystème, parce que on bossait avant d'arriver à Station F dans des petits bureaux dans le 15e, qu'on payait une blinde. C'était pas le même délire. C'était pas le même délire du tout, mais on était tout seul, enfermés dans c'était un 12 mètres carrés, même pas, avec une petite fenêtre. Après, il y a eu le Covid, donc on est parti, et un pote à Flo qui nous a prêté un resto, donc on bossait dans un resto, mais tous les deux, 100 personnes. On se dit, bon, là on est à Station F, et encore une fois, tu regardes à ta droite, t'as un mec qui fait du MRR, tu regardes à ta gauche, t'as un mec qui est dans la lune, il y a un mec qui fait du MRR. Ouais, il y en a un. Et tu vois, tu parles avec eux, tu poses des questions, tu vas à la machine à café, tu glisses un peu tes oreilles. Ah, mais ok, toi tu fais ça, tu peux me parler de ça, viens, on prend un café. Ouais, puis il faut pas hésiter, parce que je te coupe, mais je trouve ça. Oula, regarde le sourire. Il était chaud pour ceux qui écoutent là. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut. Je reviens sur ça, mais faut pas du tout hésiter à connecter, parce que comme tu dis, t'entends tout le temps plein de trucs, il y a plein de gens autour de toi, et en une phrase ou deux, franchement, les gens sont ultra ouverts et tu peux commencer à échanger avec eux, même sans avoir de podcast ou quoi. Tu peux rapidement faire du lien, connecter, poser tes questions. Vas-y, je t'en prie. C'est exactement. Enfin, ça, c'est un enjeu. Ça a l'air trivial, mais il faut aussi pas attendre d'un incubateur ou d'un accélérateur que ça arrive, ça atterrisse. En fait, il faut, et même Station F, c'est un enjeu. Station F, c'est grand, il y a beaucoup de ressources. Vous pouvez passer votre vie dans un workshop, vous pouvez passer votre vie en office hour, votre vie à networker, mais il faut aller voir les gens. Il faut y aller, il faut aller demander, ça, c'est un enjeu. Et parfois, notamment dans certains programmes, il y a le kick-off, et ensuite, il faut vraiment savoir quel est l'objectif que vous voulez craquer. Et c'est pour ça que du coup, Station F, c'est vraiment, en général, de l'amorçage à la série A, du proto à la série A. C'est à peu près ça. Avant le proto, quand vous êtes en phase d'idéation, vous arrivez à Station F, c'est waouh, il y a beaucoup de ressources, je ne sais même pas qui je dois aller voir. Mais c'est important d'aller provoquer cet échange. Nous, on insiste beaucoup dans les kick-offs de programme, dire non, vous devez aller voir les gens, vous devez provoquer le truc, parce que sinon, la chance, il faut la provoquer quand même. Et on ne va pas uniquement vous booker des office hours pour dire tiens, on voit tel expert, on voit tel mentor. Non.
Fais-le et surtout ton temps est limité. Ouais. C'est pour ça il faut un équilibre aussi. La pression du temps par jour là. Oui, parce qu'au début, en vrai, on était vite perdu dans ça parce qu'on arrivait, on disait bon, on va parler à tant de personnes et surtout je pose pas sur ma boîte en fait. Tu perds un temps énorme et aussi. Moi, je suis dans le programme Fighter, donc il y a des workshops. Je sais pas dans le programme Founders, il y a des workshops. Je pense qu'il y a des workshops dans le programme. En vrai, t'en as des workshops à Station F dans souvent. Donc, t'as des workshops par programme, t'as des workshops campus et t'as des workshops organisés par d'autres programmes pour partager pour le campus. Donc t'as une tonne de ressources comme ça. Il faut arriver à naviguer là-dedans. Et c'est ce que disait Flo, là on le fait avec Creatis, mais aussi au début de Station F, on n'allait pas à tous les workshops. Donc ça, il faut pas aller à tous. J'allais quasiment aucun. On checkait ce qui nous intéressait, ce qui nous intéressait pas. Mais quand tu dis que si on revient en arrière 1 an, 2 ans en arrière, tu dis que si j'aurais été en fait le mec qui vient de lancer la boîte c'est ça, à ce moment-là au moment d'ouvrir, putain, j'aurais été content de me dire que le premier workshop qu'on a fait, c'est les financements. Et merde, t'as du cash à aller chercher et tu l'as pas. Mais même genre la prospection, emailing, des choses comme ça, c'est des trucs qu'on a poncé avant de venir. Donc du coup, c'est sûr, quand tu te tapes un workshop, il y a peut-être 90% des choses que tu connais et 10% que tu apprends. Donc c'est le lean startup, etc. Donc toi, tu démerdais. Tu l'aurais vu genre 2 ans après, c'était parfait en fait. Ouais. Tu connaissais rien, tu ressortais avec genre 90% de ressources, t'étais refait. Et donc ça c'est vrai qu'il faut y aller assez tôt, il faut le provoquer, mais il faut aussi un équilibre parce que comme disait Mohamed, mais t'as tendance à rencontrer beaucoup de monde. Café. Ouais, beaucoup de café. Pas bon pour le cœur et pas bon pour le temps l'exécution. Donc il faut un équilibre entre les deux, je pense quand même. Après du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre un peu justement aussi les différentes offres. Là, tu disais, quand je venais de démarrer, etc., j'avais besoin d'assister à plein de workshops, de comprendre comment ça se passait, etc. Donc justement, les incubateurs ou les programmes qui démarrent, ils doivent proposer une offre un petit peu plus intense sur comment, je sais pas, même faire son pack d'actionnaires dans le cadre d'une levée de fonds, comment aller prospecter son premier client, comment décrocher son premier contrat, etc. Et en fait, après, je pense que, pour revenir un peu sur les programmes, etc., chaque programme doit aussi un petit peu bien avoir en tête, en fait, les attentes des entrepreneurs par rapport à son programme. Moi, je sais très bien que les startups qui candidatent au Media Lab TF1, c'est pas tant pour avoir accès à un expert juridique ou ce type de choses. La principale raison pour laquelle elles tapent à la porte du Media Lab TF1, c'est pour être introduite auprès de TF1 et pour bosser avec TF1. Et après, en plus, moi, je sais que nous, on n'est que 2 sur le programme d'accélération. Donc, même moi, en termes d'énergie, je préfère mettre mon énergie sur tous les rendez-vous, justement, avec TF1, d'être au maximum sur la collaboration pour savoir comment est-ce qu'on contractualise dans 6 mois, etc. Que finalement, me dire, en plus de tout ça, il faut que je leur propose tous les mois un workshop sur ça, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'à ce stade-là, c'est pas ce qu'elles viennent chercher. Et en plus, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a Station F, c'est qu'elles ont aussi ça à domicile. Donc, ça leur permet de piocher les choses et les sujets qui les intéressent, un peu ce que tu disais avec Creatis. Mais je pense que justement, quand on rejoint un programme, il faut savoir pourquoi on rejoint. Si je veux tel programme parce que je démarre, c'est parce que je veux plein de workshops. Plus j'accélère et plus en fait, je veux bosser avec TF1 et donc du coup, je veux un programme qui m'accompagne sur la collaboration business et je vais pas y retrouver autre chose, sinon c'est déceptif et pour tout le monde, je pense. Ouais. Et ça a été un Attends. Tu m'as coupé tout à l'heure, donc vas-y. On va pas faire la transition parfaite. Vas-y. Exactement, Marwan l'a très bien compris. Dans la trame suivante, on a comment bien choisir et faire le bon choix au bon moment. Et on l'a déjà un petit peu expliqué, mais ça serait quoi les questions à se poser quand on est un entrepreneur ou pas encore et qu'on a une idée de projet, mais que on n'est pas encore lancé. C'est quoi les questions qu'on se pose pour rejoindre un incubateur? 150, t'as pas mal. On en a déjà vu pas mal, mais si on doit en résumer 5 à 10, tu vois vraiment les. Quel est mon niveau de maturité? Qu'est-ce que va m'apporter le programme par rapport à ce niveau de maturité? Est-ce que je suis en train de rechercher mon product market fit? Est-ce que je veux lever des fonds? Est-ce que j'ai déjà des clients, mais je veux accélérer, etc., etc. Quelles sont les conditions économiques du programme? Est-ce que je dois donner de l'équité pour parler comme un Québécois? Est-ce que je lâche du capital? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Quel est mon engagement? Il y a des programmes où vous devez faire un POC, vous devez être présent, vous devez avoir une relation commerciale avec votre partenaire. C'est à peu près ce genre de questions qu'il faut arriver à se poser, quoi. Et donc, tous les programmes ne sont pas forcément bons au même moment pour vous. Et puis aussi, est-ce que je vais cumuler 150 ressources? C'est-à-dire qu'on voit souvent, et c'est normal, et c'est comme tu dis, certains entrepreneurs peuvent se perdre en faisant X ateliers, X workshops, etc. Certains aussi veulent faire 10 programmes, avoir les 10 prix, et au final, tu as cumulé tel prix à Vivatech, et ensuite tu as tel programme en ligne, et ensuite tu as tel programme d'incubation, et puis ensuite, voilà, il faut arriver à voir aussi comment ce programme te bouffe ton temps en tant qu'entrepreneur. Et certains cherchent de la flexibilité, ils ne cherchent pas forcément un mentor. Bien sûr. Certains
veulent le mentor qui le lâche pas d'une semaine. Donc ça c'est vraiment très Ça pour moi c'est le meilleur move des incubateurs, les mentors. Si je dois aujourd'hui dire le plus gros apport de Program Fighter, si je dois les mettre dans l'ordre, c'est le mentoring, le réseau. Et c'est gratuit. Pour le Program Fighter. Et les perks, c'est les perks. Et les perks aussi. C'est gratuit, mais on a des attentes énormes. Énormes pour vous. Non, mais bien sûr. Mais du coup, le fait d'avoir, après, je sais pas comment fonctionnent les autres programmes d'incubation, etc. Mais tu vois, le moment où on a switché sur un mentor et où il y a plus les workshops semi-obligatoires ou les trucs que tu dois voir, tu te dis, là, c'est très très cool. Où t'as un mec avec qui tu fais des points toutes les 2 semaines mensuellement. Un entrepreneur qui est plus avancé que toi. Là, tu te dis, ok, bon move les gars. Là, c'est un parti pris du Fighters. On veut que ce soit des entrepreneurs qui ont juste 2-3 ans d'avance sur vous, entre guillemets. Pour que nous, c'est une des convictions qu'on a, que ce soit pour le Founders, Fighters et Femtech aussi, qui est un autre programme maison qu'on vient d'annoncer. C'est cet échange pair à pair. En fait, nous, Station F, on est personne pour vous dire comment devenir entrepreneur et comment entreprendre. Par contre, on est là pour vous offrir une plateforme pour que des entrepreneurs puissent se faire des feedbacks, se dire des choses un peu dures parfois, mais c'est entre nous, on est là, allez, dites-vous les choses. Faites-vous des feedbacks sur sa capacité à lancer son produit, sur la manière dont l'entrepreneur est organisé. Et on est là pour organiser ces plateformes-là. Et on veut juste des entrepreneurs qui soient, entre guillemets, aptes à recevoir des feedbacks. Ça veut pas dire qu'ils doivent tout appliquer dans ce qu'ils entendent. Mais voilà. Et nous, on veut que ce soit des entrepreneurs qui échangent entre eux. Et donc, le Fighters, notamment, c'est un bon exemple là-dessus. Ouais, du coup, en plus, ça rejoint ce que toi, vous faites avec le programme TF1, le côté mentoring, où il y a un lien avec c'est vrai qu'il y a la personne qui se charge du projet. Exactement. Il y a le métier TF1, un collaborateur TF1, comme je vous disais, qui va prendre la startup sous son aile, lui ouvrir toutes les portes et qui va être vraiment un acteur de confiance, en plus du coup de l'équipe du Media Lab qui va justement faire le pont entre les deux mondes. Mais pour résumer, complètement d'accord avec Marwan. Faut regarder pour choisir sa structure, maturité, conditions et objectifs de la structure. Et pour compléter sur les programmes grands groupes, j'ai la chance du coup, vu que c'est dans mon taf de tu fais tous les tafs toi en ce moment. En ce moment, plus, T'as un million de casquettes. C'est ça. Mais notamment une grande partie du scope qu'on a à Station F, c'est de à chaque fois créer des nouveaux programmes. Et on le fait via différents acteurs, comme je l'ai souligné. Soit c'est nous, soit c'est des universités, écoles, structures indépendantes, soit des grands groupes. Ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes, il y a une offre de plus en plus importante des grands groupes. Là aussi, il y a pas mal de critères à regarder. Nous, ce qu'on aime regarder quand un grand groupe nous contacte pour porter un sujet, qui est le sponsor en interne. Est-ce que c'est une petite équipe dans une petite filiale, ou est-ce que c'est la maison mère avec quelqu'un haut placé qui va pouvoir vraiment casser des portes et avoir les bons sponsors. Mais Marwan, t'as reçu ma trame, c'est pas possible. On arrive sur le prochain point. Marwan a écrit la trame à ma place. En même temps, c'est vraiment son podcast. T'as eu un Perk Notion grâce à Station F, t'étais pas à l'abri qui faisait accès au jeu. Même pas. On se demande qui interview maintenant. Faut partager le Notion. Vas-y, je t'en prie. Et c'est Camille qui m'avait soufflé l'idée quand c'était au téléphone, la maturité et l'évolution de l'écosystème avec le temps sur justement par des grands groupes comme ça. TF1 il y a 5 ans, c'était quoi son lien avec les startups et son lien à l'heure actuelle? Maintenant, comment ça a évolué? C'est quoi leur intérêt? Donc tu vois, ça rejoint. Parfait. Vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, pour de façon générale, n'importe quel grand groupe, je pense qu'en effet, il y a 5, peut-être 6 ans, 7, 8 ans maintenant, les grands groupes étaient plus, moi j'étais au village, donc on voyait bien que le fait finalement d'aller tout simplement découvrir des pitchs de start-up, d'entrepreneurs, de mieux comprendre un peu quelles étaient leurs solutions, etc. Mais à cette époque-là, où certains grands groupes pouvaient avoir un peu peur justement de ces nouvelles solutions dans leur secteur. Donc là, on était plus dans une phase de découverte, un peu d'éducation par rapport à qu'est-ce que c'était une start-up, etc. Et c'est vrai que ces dernières années, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas hyper longtemps, ça s'est énormément structuré. Il y a certains grands groupes qui ont gagné en maturité. Typiquement, TF1, j'étais pas à l'époque, mais quand ils ont démarré leur relation avec des startups, ils s'associaient à d'autres acteurs, par exemple Paris & Co, qui est une autre structure d'incubateur public en France, pour justement les accompagner sur comment travailler avec une startup, etc. Et finalement, nous, en 2018, quand on a rejoint Station F et créé le Media Lab que vous voyez maintenant, en fait, voilà, il y avait la maturité suffisante pour, en interne, avoir une équipe dédiée et prendre la main sur le sujet parce qu'on avait acquis une maturité. Donc c'est sûr que l'écosystème des grands groupes, c'est exactement ça. Ils se sont vachement structurés, ça a quand même énormément changé ces dernières années. Là, on est plus dans l'ère
qu'on appelle de l'industrialisation, qui est, on passe de l'époque des POC justement à contractualisation long terme avec les startups. Donc il y a des fonds en plus, c'est dans ton scope. Et il y a des fonds corporate, yes. Donc on travaille bien avec la tour TF1, on travaille pas avec une petite succursale cachée au fond fond. Non, c'est porté haut. Mais ça c'est super important, mais vraiment, parce que les programmes corpo, c'est à la mode, mais quand vous postulez, regardez qui le porte. Est-ce que c'est un VP, est-ce que c'est le PDG, fondateur, etc. Et une fois que vous rentrez dedans, l'un des enjeux, et je pense pour toi c'est un des gros enjeux, c'est quand j'arrive à engager les collaborateurs de TF1 ou d'un grand groupe sur le programme. Et donc ça, c'est super intéressant de voir s'il y a vraiment ce lien-là, quoi. Et donc nous, c'est des choses qu'on regarde lorsqu'on évalue des programmes potentiels pour Station F. Et donc tu vois que ça évolue, c'est de plus en plus maintenant pris au sérieux, si je puis dire. Ah oui, et c'est intéressant de voir tes interlocuteurs, ceux qui te contactent pour dire voilà, nous on va créer tel programme. Tu vois son poste dans l'organisation, c'est super intéressant. Tu vois effectivement ces fonds corporate qui montrent une notion, c'est pas forcément de l'acquisition, c'est je vais investir X milliers, c'est vraiment du préamorçage. Ça montre une notion de partenariat qui peut se créer. Et puis même quand on prend il y a énormément de ce qu'on appelle de CVC, de corporate VC aussi, qui commencent à se créer, qui sont parfois assez indépendants de la maison mère. Donc ça c'est aussi super intéressant, ça montre vraiment la tendance, le côté très pris au sérieux des grands groupes sur les startups. Et après, il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Bien sûr. Dans l'écosystème européen, surtout, c'est cette relation entre les grands groupes français notamment et les startups sur leur capacité, des fois, à faire aussi des acquisitions qui se passent bien, etc. Ça, c'est encore une next step, mais on s'y rapproche. Ouais. Il y a combien de grands groupes à l'heure actuelle qui sont avec Station F là ? Il y a Avas, BNP. J'ai plus le chiffre, mais Ubisoft, Thales, Microsoft. Ouais, il y a quand même une dizaine. Au moins une dizaine. Ouais. Je pense Et il y a des grands groupes tech et des grands groupes non tech. Donc forcément, les Facebook, Microsoft, Ubi, ça fait des années qu'ils sont. Alors, Ubisoft et Facebook d'ailleurs, ils ont créé des programmes avec le lancement de Station F. C'est la première fois qu'ils ont créé ça. Mais vous prenez un Ubisoft, c'est super intéressant, c'est de voir, ils ont créé le programme. C'est la première fois qu'ils bossent avec des startups. Et c'est un programme qui est vraiment dans la prospective. Ils ont par exemple bossé avec des petite startup qui s'appelait Sorar à l'époque. Ouais, ça va. Et donc, ça me parle. C'est intéressant de voir l'équipe qui porte le programme chez Ubi. Ils s'intéressent à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets liés au marché du jeu vidéo, mais qui vont impacter le domaine du divertissement et du jeu vidéo, forcément les NFT, forcément la blockchain. Et donc, c'est très intéressant de voir l'équipe d'Ubi qui s'occupe du programme, qui chapeaute vraiment le programme et qui finalement sont en relation très très forte avec le PDG fondateur d'Ubi, quoi. Et donc ça c'est super intéressant et ils se sont créés du coup en 2007. Donc au même lancement, enfin ils sont créés avec le lancement de Station F. Nous on est allé les voir lorsqu'on a commencé à réfléchir sur Station F et sur les programmes potentiels, en se disant on veut un programme autour du divertissement, on veut que cette thématique soit abordée. Forcément Ubisoft fait partie des meilleurs acteurs dans le monde pour ça. Allez, vas-y, je t'en prie. Je t'ai coupé tout à l'heure. Parce que là, vous êtes tous les deux des experts dans tout ça, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des programmes, des thématiques pour lesquels il n'y a pas encore de programme? C'est la question. Des sujets qui sont moins abordés? Ouais, moins abordés. Il n'y a pas de Sportec à Station F, par exemple. Il y en a eu, et il y en aura peut-être encore. Je vais où, moi, après? Et en fait, non, c'est intéressant. Et c'est ça, cette thématique, c'est pour ça que ce job est passionnant, c'est infini. C'est infini, c'est qu'à chaque fois, c'est pour ça que la tech, le monde des startups est un secteur génial, c'est que vous allez toujours avoir des secteurs là, dont on n'a pas idée dans 2 ans, on va dire, ça c'est vraiment un truc de dingue. Et à chaque fois, on se permet de lancer ça. Par exemple, là, nous, on a annoncé en septembre qu'on allait lancer un programme qu'on appelle le Femtech Programme. On s'est dit, on a vu, des personnes dans l'équipe de Station F ont vu que c'est un sujet de plus en plus important. Ils sont venus voir l'ensemble des personnes, disant, il faut qu'on adresse ça. Il y a tel marché, il y a telle problématique. Tu peux dire ce que c'est du coup le Femtech? Femtech, ce ne sont pas des startups fondées par des entrepreneuses, ça dépasse cette notion-là, ce sont des startups qui s'occupent de la santé féminine. Okay. Et donc c'est un secteur très très large. On va parler de règles, on va parler de maternité, on va parler de bien-être sexuel. Donc c'est des sujets assez larges. On parle de thématiques qui touchent vraiment le corps féminin. La plupart des startups sont souvent fondées par des femmes, mais pas que. C'est pas forcément que ça. Et on a voulu créer ce programme parce que c'est un secteur de plus en plus important. C'est quand même des solutions qui touchent plus de la moitié de la planète. Oui. Donc déjà le marché. Le marché, il est pas ridicule. Il est pas ridicule. Je crois que j'en ai déjà vu quelques fois. Et surtout, ces startups-là qui s'attaquent à ces problématiques font face à des blocages structurels. En général, la plupart sont des entrepreneuses.
déjà quand vous êtes une entrepreneur, vous avez plus de barrières malheureusement. La plupart des investisseurs sont des hommes. La plupart des investisseurs sont des hommes, donc déjà votre thématique sur votre santé féminine, elle est peut-être moins, non pas elle est forcément comprise, mais peut-être moins son impact, la globalité de cette solution sera peut-être moins captée. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on crée ça pour aussi casser ces barrières. Aussi lorsque vous adressez par exemple des produits de bien-être sexuel, parfois ça peut être assimilé à de la pornographie et donc vous allez avoir des campagnes d'acquisition qui peuvent être très compliquées. Donc comment on arrive à adresser tout ça? Donc on s'est dit on va lancer un programme, on va le faire nous-mêmes, on n'a pas le temps, on va le faire nous-mêmes. Et donc ça c'est infini. À chaque fois on va avoir des thématiques comme ça, on se dira c'est pas fait. Est-ce qu'il y a un super acteur tiers qu'on peut aller chercher, avec qui on peut bosser pour lancer ce programme, ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Et donc il y en a plein d'autres comme ça. Je sais pas, moi je peux te dire là forcément il y a des thématiques qui tombent aujourd'hui sur tout ce qui est la créateurs économie, comment tu arrives à donner les bons outils autour de ces startups qui se créent dans cet univers-là. Bon, NFT, on en parle, il y a tout ce qui est Web3 en général, ça impacte la finance, ça impacte la création, ça impacte le secteur du divertissement, c'est très très large. Là, on parle un petit peu d'un rebranding d'une boîte du GAFA, Metaverse, ça pose beaucoup de questions à l'entour, comment on arrive aussi à accompagner tout ça. Donc, les thématiques sont infinies. Le quantique aussi va changer finalement la manière dont vous affirmez votre sécurité, etc. Enfin, donc à chaque fois on aura des nouveaux programmes, c'est notre KPI principal à Station F, c'est comment on arrive à chaque fois à lancer ça et se dire que les tendances de la tech sont représentées ici. Le sport effectivement c'est un sujet, ouais. Pour l'instant c'est diffus au sein des différents programmes. Après, Si c'est pas Founders, c'est généraliste, hein, tu sais. C'est généraliste, tu peux rejoindre avec ta boîte. C'est le plan, hein. Ça passe ou pas. Mais ensuite, c'est de revenir après. S'il n'y a pas de programme, il faudra peut-être le créer nous-mêmes. Hein. Qui sait, un programme un programme Sportec, qui sait, attention. Média, Sportec, on en parle. Hein. T'as les poches pleines, toi, j'ai l'impression. Ouais. Bah, tu sais, depuis qu'on a eu Jean hier et on va approcher Xavier, on dirait écoute, tu veux pas nous filer de l'argent qu'on nous fera un truc chez toi, exactement. C'est comme si tu l'avais fait, mais c'est géré par nous, quoi. D'ailleurs, Xavier, si tu veux venir, c'est toujours d'actualité. Hein. Avec plaisir. Ok, bah, franchement, top. On arrive quasiment sur la fin. Est-ce que vous auriez on peut peut-être, je sais pas, donner quelques derniers conseils, s'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées qui vous parlent avant de rejoindre un programme ou des choses comme ça? Regardez aussi effectivement avant de rejoindre le programme, donc sa proposition de valeur globale effectivement qu'il porte, etc. Regardez le track record qui est passé par là. Allez tchatcher ces personnes-là. Nous souvent quand des startups postulent ou vous posez des questions par rapport à des programmes, je dis est-ce que tu as parlé à un alumni, tiens je te donne un alumni, va le voir. Et parfois un programme peut être bon pour une startup et moins bon pour un autre. Ça va pas remettre en cause la qualité intrinsèque du programme, mais c'est juste que le programme sera pas adapté pour vos attentes. Et parfois tu le disais, hein, certains postulent sans forcément être clairs sur ce qu'ils attendent. Et nous, dès qu'ils postulent, on les fait lire un blog post pour dire voici ce que vous avez retrouvé, voici nos attentes à nous aussi. On a aussi des attentes. Voici ce qu'on pourra vous donner, voici ce qu'on vous donnera pas. Et j'ai déjà vu des kick-offs de programmes en disant si vous venez pour de l'argent, non, on va pas vous financer. Par contre, on va vous mettre en relation avec telle personne. Donc voilà, faites votre due diligence, allez voir des startups qui sont passées par là. Elles sont sur LinkedIn, elles sont partout. Et vous allez pouvoir voir si c'est un bon move pour vous ou pas. Ouais, complètement d'accord. De toute façon, n'importe quel entrepreneur, il aura compris, passer par une structure d'accompagnement sans forcément faire la pub pour nos structures, c'est 2 fois plus de chances de réussir. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, c'est sûr que sur 400 structures en France, c'est un petit peu la jungle. Mais comme je vous le disais, faut pas hésiter à regarder côté Station F, côté La Boussole. Une autre chose aussi, je trouve qui est pas hyper simple, c'est qu'il n'y a pas non plus une lisibilité hyper forte sur les dates d'appel à candidature. Parce qu'on l'a pas dit, mais un incubateur ou un accélérateur fonctionne par promo. Et donc, pour rejoindre une promo, il faut souvent répondre à ce qu'on appelle l'appel à candidature, donc déposer son dossier sur une période donnée. Et alors, tout ça, à ma connaissance, Madines le recense assez bien. Tu as les EcoStart aussi qui fait un article une fois par mois, les appels à candidature du mois de... on est quel mois là? On est en novembre. En novembre déjà. En novembre. Pour compléter, tu as Startup Digest aussi, une super newsletter. Vous pouvez vous inscrire du Startup Digest, vous choisissez votre ville, prenez Paris, vous allez ou autre, vous allez pouvoir trouver forcément les appels qui sont ouverts. Cool. Voilà. Ouais. Donc voilà, ne pas hésiter à bien regarder ce qui se passe et je te rejoins à 100%. Demander conseil à d'autres entrepreneurs, ça peut faire gagner pas mal de temps. Tu vois, sur ça me rappelle un truc que Jean nous a dit hier. Demander aux gens à qui ça s'est bien passé et demander aux gens à qui ça s'est pas bien passé. Ouais. Et demandez-leur pourquoi.
Et ça, il nous l'avait dit donc pour la partie investissement. Ouais. Mais là, je trouve que ça fonctionne ultra bien aussi pour le programme. Ok, avec toi, ça s'est très bien passé, donc tu vas m'en faire la promo et tu vas m'expliquer pourquoi. Et si ça s'est mal passé, c'est important aussi de comprendre pourquoi, et peut-être pas reproduire cette erreur que lui ou elle aura fait avec le programme. Et puis après, l'erreur, elle est plus ou moins impactante. C'est qu'effectivement, si tu lâches du capital, bon, c'est pas rien. Si effectivement, t'as pas eu les ressources que tu voulais, bon. Oui. Mais il faut, effectivement, c'est un très bon point. Vas-y Camille, moi je t'ai coupé du coup, mais ça me faisait Non, penser. je crois que c'était. Il est respectueux sur ton propre podcast, t'as vu ça? Je suis désolé, je pense apporter de la valeur, je me tairai, promis. Tu as rien apporté. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. C'est vraiment, merci. Vraiment dans les temps. Cool. Moins d'une heure, qualité optimale. C'est une masterclass là sur les. Ça va être payant, je pense. Hein. On va faire payer bientôt. Oui, 997 € comme tous les formateurs. Magnifique. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu vos réseaux? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Retrouver les stations F, ça va être assez facile. Le programme TF1 aussi, mais rappeler un petit peu les réseaux. C'est un grand bâtiment en plein milieu de Paris 13. Paris 13. Vous pouvez pas le louper. Chevaleret, BNF, 14, ligne 6. Newsletter à suivre. Nouveau site web? Nouveau site web, très beau. Là, justement, site web où on peut trier les programmes en fonction de ses thématiques, ses besoins. Et puis, les comptes Twitter, Insta, TikTok. Il y a de quoi faire. Est-ce que les gens peuvent te contacter personnellement sur LinkedIn peut-être? Oui, et marwan@stationf.co. Magnifique. Clairement. marwan@stationf.co, pas .com, j'insiste. Et puis sur Twitter, Marwan_Elfi. Voilà, si je me souviens bien de mon compte. Et Marwan, c'est qu'un W. De toute façon, c'est dans la vraie écriture. Un seul N, Marwan. MARWN, voilà. Top. Et toi, Camille, où est-ce qu'on peut... Moi, sur LinkedIn ou Twitter, Camille Bus avec 2 S, s'il vous plaît. Et si vous voulez plus d'infos sur le programme de TF1, on a notre site TF1. Enfin, vous tapez Accélération TF1 dans Google, vous le trouverez. Parfait. De toute façon, tous les liens et toutes les ressources qu'on a citées sont en description, donc vous n'hésitez pas à aller checker ça fort. Mohamed, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Bientôt chez TF1, vu qu'on va négocier un JT de 20h TF1 là, pourquoi pas l'avoir le JT? Magnifique. Un programme à la station F, un JT à TF1, punaise, la vie est belle. Tu peux clôturer, tu peux y aller, t'inquiète. Magnifique. C'est parti. Bon, t'as été jusqu'au bout, je te laisse laisser 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Apple Podcast, c'est ultra important, ça nous aide énormément à nous développer. Un like, un commentaire si t'es sur YouTube. T'hésites pas à les contacter, Marwan et Camille, donner un petit peu de force, leur dire que ça t'a plu, que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Nous contacter aussi, nous on adore les retours. Hein. Très très grosse cheville, très grosse tête. C'est un mytho, il répond pas. Bien sûr que je réponds. Si c'est pas moi qui réponds, c'est Mohamed de toute façon. Le binôme. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.